Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Toragnan-Dupoint. Je suis extrêmement honorée d'animer aujourd'hui cette table ronde avec nos invités très prestigieux. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet fondamental qui touche à l'essence même de notre humanité, prendre soin des personnes vulnérables, un véritable impératif de vie. La vulnérabilité, on le sait tous, elle est inhérente à la condition humaine dès notre naissance. Nous dépendons des soins et de l'attention des autres pour survivre et nous épanouir. Tout au long de notre existence, nous traversons des périodes de fragilité où le soutien d'autrui est primordial. Cependant, certains individus se trouvent dans des situations de vulnérabilité plus prononcées ou permanentes, nécessitant une attention et un soutien de la part de la société. Dans un monde marqué par des crises multiples, sanitaires, humanitaires, économiques, la question du soin envers les plus vulnérables se pose avec une acuité renouvelée. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière notre interdépendance et notre vulnérabilité collective, nous rappelant l'importance de la solidarité et de l'entraide. Prendre soin des personnes vulnérables va au-delà de la simple assistance médicale ou matérielle, on va le voir aujourd'hui. C'est un défi éthique, politique, social qui nous concerne tous. Nous allons en explorer les multiples facettes, j'ose pas le dire, quelques facettes, tant le sujet est énorme, et notamment comment concilier l'affirmation d'une dignité humaine avec la réalité souvent brutale du terrain, comment repenser nos systèmes de soins et de solidarité, quel rôle peuvent jouer les citoyens, les institutions et la société civile dans cette mission collective. Alors, j'ai la chance de vous présenter, pour les entendre, nous exposer leurs perspectives, 4 personnalités exceptionnelles qui vont apporter un point de vue assez unique. Alors, je commence dans le désordre avec Ayam Suro, qui est philosophe et fondatrice de l'association Pierre Claver, Alors, votre engagement auprès des demandeurs d'asile et réfugiés politiques en France illustre concrètement ce que signifie prendre soin des plus vulnérables. Vous avez fondé une école gratuite, unique, proposant des cours de français, d'histoire, de littérature, de poésie et d'analyse de l'actualité française à destination des demandeurs d'asile et réfugiés politiques en France. Et on verra avec vous la complexité aussi de cette expérience et ses enseignements. Éric Chesson, chirurgien vasculaire, et vous êtes la figure emblématique, une des figures emblématiques de l'humanitaire, président de la chaîne de l'espoir, cofondateur des Médecins du Monde. Vous avez consacré votre vie à soigner les plus vulnérables dans les zones de conflit et de crise. Votre livre « Afghanistan, la spirale infernale » de l'année dernière relate 40 années d'engagement auprès de ces populations afghanes et le moment de bascule historique atteint le 15 août 2021 avec le retour au pouvoir des talibans. Sophie Cluzel, vous êtes une femme engagée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ancienne secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, vous présidez aujourd'hui le fonds Clinatech et vous êtes présidente d'honneur du manifeste Inclusion. Vous êtes à l'initiative du Duo-Day, initiative promouvant l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu mieux justement le sens de ces initiatives. Éric Fiat, enfin, vous êtes... On dit Fiat ou Fiat ? Fiat, comme en latin. Vous êtes philosophe et professeur d'éthique médicale appliquée à l'université Gustave Eiffel et vos travaux portent sur la fragilité humaine dans ses dimensions corporelles et l'éthique du soin qui apporte un éclairage précieux à notre débat qui est, comme je le dis au début, un débat hautement éthique et donc philosophique. Donc merci à vous 4. Si vous m'autorisez, je voudrais bien pour commencer donner la parole à Éric Chesson qui, il y a 48 heures encore, était à Kaboul
Et je voudrais que c'est un témoignage assez exceptionnel et assez unique, puisque vous savez que très très peu de journalistes et d'ONG même peuvent actuellement entrer en Afghanistan. Aujourd'hui, les femmes afghanes dans le monde qui nous entoure, et pourtant il y en a des crises et des guerres, font partie des vulnérables parmi les plus vulnérables. Éric Chesson, je crois que le micro marche comme ça, tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage et nous dire ce que vous avez vu lors de ce dernier voyage? Merci beaucoup, Valérie. Vous savez, je suis particulièrement ému d'être en face de vous, dans cet endroit prestigieux, non pas parce que ce moment, mais c'est parce que je rentre d'Afghanistan. Et lorsqu'on rentre d'Afghanistan, c'est un pays qui vous rentre dedans. On ne peut pas, en 48 heures, revenir à nos préoccupations. Et là-bas, 20 millions de femmes sont soumises à quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est ce que moi j'ai appelé un féminicide social. On m'a dit il y a 6 mois que ce mot était trop fort, mais les derniers décrets du 20 août 2024 rendent la parole de la femme impossible. Elle ne peut pas parler à une autre femme, elle ne peut plus chanter, elle ne peut plus lire de la poésie. Ceci venant après une longue liste dont il nous faudrait 1 heure pour parler de toutes les interdictions de la femme allant du bain public à l'interdiction de travailler, l'interdiction de sortir sans un mahram, l'interdiction d'aller dans un jardin public et ainsi de suite. Meryl Streep a dit à la tribune de l'ONU « Les femmes afghanes ont moins de liberté qu'un écureuil dans un parc de Kaboul ». Et moi, je voulais vous le dire, et merci Valérie, parce que n'oubliez pas, je crois que je parle sous le contrôle de Valérie, je crois que c'était en avril 2001, le Elle avait mis en une femme afghane avec une burqa. Avril 2001, donc avant le 11 septembre. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, et chaque mois, c'est pire. Chaque mois, il y a un nouveau décret faisant qu'elles sont dans une prison à ciel ouvert. Et c'est une chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Le problème des femmes afghanes est notre problème. C'est un problème de droit humain, de droit de la femme, comme jamais on l'a vu. Et bien entendu, l'actualité est telle que ça passe en dessous de la pile. Et nous sommes présents avec la chaîne en Ukraine, au Liban, dans tous les conflits actuels. Mais n'oublions pas l'Afghanistan. Moi, je vous assure, c'est quelque chose qui m'habite, qui me bouleverse. Et merci Valérie de m'avoir permis de le... Est-ce qu'on peut travailler quand on est humanitaire, quand on est médecin? Est-ce que auprès de ces plus vulnérables, vous arrivez encore à travailler suffisamment bien? On continue à travailler au sein de l'hôpital français que nous avons construit et inauguré en 2006. Les femmes continuent à travailler. Mais chaque jour, il y a de nouveau quelque chose. Et vous savez, il y a maintenant ce qu'on appelle les PV-PV, les agents de la prévention. À chaque fois, je mélange les deux. Prévention du vice et promotion de la vertu, qui sont là, qui sont omniprésents, qui voient le voile et ainsi de suite. Et donc, les femmes peuvent continuer à travailler. C'est très difficile pour elles d'arriver à l'hôpital parce qu'il y a les checkpoints et à chaque fois, il y a des comportements très difficiles. Mais il y a un autre cancer de l'Afghanistan, compte tenu de la situation des femmes qui ne peuvent plus, et des petites filles qui ne peuvent plus aller à l'école après 12 ans, c'est ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux est éperdue et ils veulent venir en France, en Europe, aux États-Unis, en Grèce, mais partir de cet enfer. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont une petite fille ou même une femme, vous avez énormément de dépression, énormément de suicides, parce que vous avez beaucoup de jeunes filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui ne sortent plus de chez elles depuis 1 an. Et dernière chose, et je vais très vite, mais les talibans sont revenus le 15 août 2021.
Ça fait donc maintenant bientôt 4 ans. Et nous allons avoir une génération entière où il n'y aura pas eu de formation de femmes, et notamment dans le domaine de la médecine, puisqu'elles n'ont plus accès. Et comme les femmes ne peuvent être soignées que par les femmes, vous imaginez ce qui va arriver encore. C'est-à-dire c'est un cancer qui ronge et qui est toujours axé sur la femme, comme si la femme était le problème, alors que le problème, c'est l'éducation des hommes et des jeunes, d'avoir un comportement, de limiter leurs pulsions. Enfin, si vous voulez, y a quelque chose qui est absolument intolérable. Et moi, je crois vraiment, je pense qu'il faut à tout prix que chacun de nous ait conscience que ce qui arrive aux femmes afghanes n'est absolument pas anodin, puisqu'on voit bien qu'il y a une violence faite aux femmes qui est rampante dans toutes nos sociétés, et notamment aux États-Unis, et je ne m'étendrai pas plus que ça. Merci en tout cas pour ce témoignage, et toute notre solidarité aux femmes afghanes, aux enfants et à tout ce peuple d'ailleurs qui souffre aussi de la famine, je crois, parce que la malnutrition prospère. J'ai presque envie de dire que ça me fait une transition naturelle pour vous, Ayam Suro. Vous vous occupez aussi vous vous occupez de réfugiés, vous vous occupez de personnes qui ont fui des conflits. Aujourd'hui, vous avez une vision personnelle de la façon dont on doit traiter ces personnes vulnérables qui arrivent en France. Alors, à vous, comme aux 3 autres invités, je vais vous poser cette question. Racontez-nous ce que vous faites, comment vous y êtes arrivé et pourquoi prendre soin des plus vulnérables. À un moment donné dans votre vie, ça vous est apparu comme votre mission, votre objectif, et peut-être aussi le sens qu'il faut donner à ce mot. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la civilisation, s'occuper des plus vulnérables? On vous écoute. Alors quand on a mon âge, on a vraiment vu passer comme les chevaux d'un carrousel tous les mots qui désignent l'indigence, la pauvreté. On a entendu exclus, inadaptés, marginaux, précarisés, SDF. Et aujourd'hui, le mot est assez joli, vulnérable, et plus à la mode que les autres. Il est vrai qu'il est plus juste, parce que quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui pourrait être blessé. Qui pourrait être. Il ne l'est pas, il peut l'être. Et donc ça, c'est pas mal, parce qu'en effet, ça nous inclut tous, vous l'avez dit dans votre introduction, dans la catégorie des vulnérables, puisque nous pouvons tous être blessés. Mais les plus vulnérables sont ceux qui présenteraient une sorte de fêlure. Vous voyez, comme 2 vases en cristal sont tout à fait vulnérables, mais si un a une fêlure, il est plus vulnérable que l'autre. Maintenant, donc ça c'est plutôt bien, c'est universel, c'est contextuel, parce qu'il y a... Et aussi c'est réversible, c'est-à-dire qu'on peut réparer la blessure, on peut, par une politique non pas de réparation, mais de prévention, faire en sorte, par des politiques publiques ou par du soin, empêcher cette fêlure de devenir une blessure, de s'ouvrir, de la consolider en quelque sorte. Donc en effet c'est un mot qui est assez joli. Dans mon domaine, je dois vous avouer que je n'ai pas rencontré, parmi les réfugiés et les demandeurs d'asile, des gens vulnérables. J'ai eu le sentiment depuis 2008 que notre association existe, de voir face à moi des personnes invulnérables, qui avaient survécu à ce que Dr Chesson vient de décrire en Afghanistan, à des violences, des brutalités sociales au sein de la famille, comme au sein des régions, comme internationales, comme militaires, absolument inimaginables ou traditionnelles, pas seulement en Afghanistan, mais dans toutes les zones de guerre, de misère, le Soudan, le Mali, le Tchad, l'Érythrée, l'Éthiopie. Ils échappent à des sociétés absolument invivables, mais surtout, ils en réchappent. C'est-à-dire, ceux qui sont vulnérables sont ceux dont vous venez d'entendre parler. Ceux qui ont traversé la Méditerranée ou les montagnes et qui sont arrivés chez nous ne sont pas, croyez-moi, ne sont pas les plus vulnérables. Ils peuvent être
En plus, en fait, ce qu'il faudrait, c'est les considérer comme des survivants et non pas comme des victimes. Ce sont des survivants. Et je dois dire que nous, Parisiens, qui nous occupons d'Afghans qui dorment dehors, de gens assez exceptionnels de courage, qui ont survécu à un voyage épouvantable et à des pays épouvantables, nous avons le sentiment parfois que c'est nous qui sommes vulnérables. Vulnérables de mille manières. Vulnérables parce que cela questionne notre manière de gouverner le monde et notre manière de vivre, l'équilibre du monde. Vulnérables. Prenez par exemple l'extrême droite. L'extrême droite imagine que la France est vulnérable à ces cultures qui viennent en horde, ils viennent toujours en horde, imposer leur manière de vivre, etc. Donc on va finir par se battre pour qui est le plus vulnérable. En tout cas, ce que je voulais vous dire dans cette assemblée-là, c'est que je ne considère pas les demandeurs d'asile ou les réfugiés comme étant parmi les personnes les plus vulnérables. Ils le sont lorsqu'ils sont, pour d'autres raisons, rendus vulnérables, c'est-à-dire le traumatisme psychique, les blessures, les maladies pas soignées des adultes qui nous arrivent de pays où il n'y a pas de médecine, et aussi rendus vulnérables par notre société qui ne peut pas les accueillir, par le fait que, tout simplement, ils ne parlent pas le français, par exemple, ou ne sont pas prêts pour exercer un métier dans l'environnement professionnel européen. Donc ils sont vulnérables au sens où ils n'ont pas les moyens de s'intégrer tout seuls. Voilà. Et donc il faut les aider. Merci beaucoup. Sophie Cluzel, votre témoignage à vous et la façon dont vous voyez le devoir de notre société envers les plus vulnérables, comment s'exprime-t-il ? Bien, d'abord, ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'après le témoignage d'Éric Chesson, ça remet les pendules à l'heure quand même, énormément sur qu'est-ce qu'on appelle vulnérable, qu'est-ce qu'on appelle les plus fragiles, comment notre pays, aujourd'hui la France, prend en compte justement cette diversité de différences, de vulnérabilité. Je pense qu'on a un pays où il fait bon vivre, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, et ça je pense qu'il faut le rappeler. Alors pour moi, la vulnérabilité, je l'ai connue dans ma chair, à la naissance de mon 4e enfant, porteur d'une trisomie 21, qui a remis aussi les pendules à l'heure. Je pense que, comme le dit très justement Ayam, les personnes handicapées ne sont pas plus vulnérables qu'une autre si nous les mettons en situation justement optimale d'exprimer leurs compétences ou d'avoir accès aux soins si elles en ont besoin, d'avoir accès à l'accompagnement. Moi, je me suis toujours battue pour qu'on regarde les personnes avant de voir le handicap. Donc on aille chercher justement s'il y a des fragilités à les compenser ou de permettre aux personnes de s'exprimer. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée en 2017 au gouvernement, la première chose que j'ai demandé au président, c'est d'être attachée auprès du Premier ministre pour sortir les personnes handicapées du ministère de la Santé où historiquement elles étaient rattachées. Pourquoi ? Pour tout simplement cesser de les voir comme objet de soins, mais bien comme sujet de droit. Et partant de là, on a pu dérouler, et j'ai eu la chance d'avoir du temps long, puisque je suis restée 5 ans au gouvernement, on a pu dérouler une feuille de route croisée avec tous mes collègues ministres, parce que pour moi, la scolarisation des enfants handicapés était la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, et ainsi de suite, dans la culture, dans l'emploi. Et donc nous avons travaillé avec des hauts fonctionnaires à l'inclusion, à justement travailler sur cet environnement, quel qu'il soit, de travail, d'école, de soins, qui deviennent inclusifs. Une personne, on dit souvent une personne handicapée, et puis on dit, c'est apparu dans la loi de 2005, les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que ça porte en elle, cette loi de 2005, c'est de dire que l'environnement doit s'adapter pour permettre l'expression des performances, des compétences, des souhaits, des envies des personnes classées parmi souvent les plus vulnérables dans notre vision franco-française. Nous avons une vision extrêmement protecteur des personnes handicapées. On les voit comme des objets encore à protéger de cet environnement. Tant qu'on n'aura pas fait cette révolution culturelle du changement de regard, quand on n'aura pas fait monter dans notre pays l'acceptation de la différence, comme partout en Europe et ailleurs, il s'est passé dans les années 70 avec la grande désinstitutionnalisation du handicap, eh bien on est encore en retard sur notre regard. Et donc, on a un regard de compassion, un peu moins maintenant,
grâce à des choses formidables comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, comme le Petite Fille, un petit truc en plus, comme des événements majeurs qui changent notre façon de regarder. Mais dans notre construction encore de politique publique, dans notre façon de traiter les personnes handicapées, nous les voyons encore, malheureusement, à protéger plutôt qu'à émanciper. Donc, moi je me suis attelée pendant 5 ans à leur redonner des droits. Droit à vie, plus besoin de refaire son dossier pour dire je suis toujours trisomique, aveugle, doublement amputé dans les maisons du handicap, pour justement faire cesser ce poids de la différence permanence à se justifier. Droit de vote des personnes majeures protégées sous tutelle, qui était attendu depuis 30 ans par les associations. C'est-à-dire que vous deviez demander au juge de tutelle l'autorisation de voter, de vous marier, de se paxer ou de se soigner quand vous étiez un majeur protégé sous tutelle. C'est fini depuis 2018. Vous imaginez, on les considérait comme des criminels en leur privant de leur droit de vote. Ça, c'est fini. Et puis ainsi de suite, j'ai essayé de travailler cette politique publique pour redonner justement le travail de l'environnement pour permettre cette scolarisation, cet emploi, ce regard que l'on peut porter sur les compétences, les performances et l'envie d'être comme tout un chacun. Merci beaucoup, Sophie Cluzel. Éric Fiat, alors vous êtes un philosophe et vous réfléchissez à toutes ces questions. Qui aidez-vous? Qui aidez-vous par votre travail? Que peut la philosophie dans ce débat? Et que peut la philosophie pour nous aider tous collectivement, mais peut-être aussi le pouvoir décisionnaire, à mieux appréhender cette question? Que peut la philosophie? Pas grand-chose. Je partirais d'une formule du philosophe Emmanuel Lévinas qui disait « La spéculation sera toujours en retard sur le témoignage ». Après le témoignage d'Éric et d'Ayam et de Sophie, j'ai quelques gênes à me lancer dans une spéculation sur la vulnérabilité des êtres humains. Cependant, je ne pense pas que Lévinas voulait déconsidérer la spéculation. Ce qu'il voulait dire, c'est que la spéculation n'est licite que si elle part du témoignage, que si elle essaie de rendre hommage au témoignage. Et en un sens, c'est ce que je fais dans ce master d'éthique qui s'adresse à des soignants, au sens très large du terme, hein, médecins ou non médecins, et dans le non-médecin, il y a infirmière, kinésithérapeute, directrice d'EHPAD, aide-soignante. Eh bien, dans le cadre de ce master, mon travail, c'est d'essayer de rendre hommage à ce qu'ils vivent, essayer de donner écho à leurs éprouvés. Et au fond, qui j'aide? Je me souviens qu'un jour, lors d'un congrès d'infirmières où je jouais le rôle du philosophe de service, comme dit mon copain Raphaël Enthoven dans Symbolique, qui s'appelle le philosophe de service, je me souviens que j'avais été présenté par le président du colloque comme un aide-soignant. Éric Fiat, aide-soignant. Alors bien sûr, j'avais quelques scrupules à usurper parce que je ne soigne pas. Mais au fond, c'est ça mon rôle. L'aide-soignante qui doit faire une toilette en EHPAD est une vigile de la vulnérabilité humaine. Mais son métier est sans doute beaucoup plus facile un beau matin de mai, quand elle est en pleine forme, que son amoureux lui a dit des mots d'amour, que sur le chemin vers son EHPAD, un inconnu lui a offert des fleurs, et que quand elle arrive à l'EHPAD, elle rencontre une vieille dame gratifiante, reconnaissante. Hein, j'aime tellement quand c'est vous qui venez, vous êtes mon petit rayon de soleil. Quand la rencontre de l'accompagnante et de l'accompagné, c'est la rencontre d'une forme et d'une gratitude, là, il n'y a aucun problème pour veiller sur la vulnérabilité de tous les êtres humains. Mais il y a malheureusement des jours qui ne ressemblent pas à celui que je viens de dire. Il arrive parfois que l'aide-soignante se réveille encore plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée. Elle a connu des moments d'insomnie, ce que Baudelaire nomme ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Elle a des difficultés avec son amoureux dès le matin. Elle va au miroir et ma foi ne s'y aime guère. Cocteau disait les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer notre image. Et cela n'est pas genré, mais ne pas s'aimer dans le miroir, c'est lourd. Elle sort dans les rues de la ville, elle est fatiguée, elle vit la vie comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Et elle arrive dans un EHPAD où elle ne rencontre pas la vieille dame gratifiante de la veille, mais une vieille dame qui n'a d'autre manière de montrer sa vulnérabilité et sa souffrance que par l'agressivité, des coups de poing, des coups de pied, des cris. Quand la rencontre de l'accompagnant et l'accompagnée, ça n'est pas un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, mais un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'un épuisement et d'une agressivité, là c'est beaucoup plus difficile. Et notre métier de philosophe, c'est d'essayer d'apporter quelque chose pour que, même quand c'est très difficile,
de veiller sur la vulnérabilité des plus vulnérables des vulnérables, hein, eh bien, que ce ne soit pas totalement impossible. Alors, je ne sais pas si la philosophie peut quelque chose, mais c'est une distance provisoire pour une meilleure présence. Distance provisoire vis-à-vis du terrain, mais pour une meilleure présence. J'ajoute un tout petit mot à propos de la vulnérabilité générale et de la vulnérabilité restreinte, si vous voulez, comme vous disiez très bien. Il ne faudrait pas que la vulnérabilité restreinte fût noyée dans la vulnérabilité générale. Il ne faudrait pas que la considération du fait que nous sommes tous vulnérables, parce que nous sommes tous finis et mortels, et nous le savons, et que la conscience de notre finitude met dans notre œil un invisible rose de regret. Comme disait Philippe Jacotet, le poète. Cela est vrai, mais en même temps, la vulnérabilité de la dame afghane dont parlait Éric n'est pas tout à fait la même que la mienne. Celle de la fille de Sophie n'est pas tout à fait la même que celle d'une vedette. Il faut considérer les deux. Oui, nous sommes tous vulnérables. En ceci, la vulnérabilité humaine n'est pas un dysfonctionnement, une pathologie qui arriverait à l'être humain comme tel, mais en même temps, ne noyons pas la considération des vulnérabilités restreintes dans la considération d'une vulnérabilité générale. C'est peut-être pourquoi vous nous avez réunis, Valérie. Merci. Absolument. Et je pense que pour entrer dans le vif du sujet, en cours de route, j'aurais sûrement d'autres questions, mais on va donner la parole aux étudiants et aux étudiantes qui ont fait un formidable travail de préparation pour cette table ronde. Donc, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a un micro quelque part qui arrive? Tout va bien. Le micro va arriver incessamment sous peu. Et vous allez pouvoir poser votre première question. Bonjour à tous, merci d'être venus nous parler. Alors, je m'appelle Ninon Tedesco, je suis étudiante en double diplôme à l'INSA et Sciences Po Toulouse. Et ma question pour vous est la suivante. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le regard souvent très dépréciatif que portent les sociétés sur justement leurs membres les plus fragiles et les plus vulnérables? Qui veut répondre en premier? Allez. Il y a deux choses, je pense. D'abord, il faut que, pour porter un regard, il faut voir la personne. Et bien souvent, notre regard fuit la différence ou fuit la grande vulnérabilité. Donc c'est comment acculturer son regard, si ce n'est déjà en faisant circuler les plus vulnérables, qui sont souvent empêchés, qui sont souvent, pour ceux qui sont peut-être justement sans domicile fixe, ils vont être cachés dans des trucs d'urgence. Pour les personnes handicapées, elles sont souvent empêchées de sortir chez elles. Je ne pense pas à les personnes en fauteuil roulant, mais je pense par exemple à des enfants ou des adultes polyhandicapés qui sont chez eux ou en établissement et qu'on ne voit jamais. Ils circulent de la maison à l'établissement et ils rentrent. Donc ce sont des invisibles. Donc il faut qu'on arrive à changer ce regard en tout simplement en s'acculturant à cette différence, encore une fois, en les rendant visibles. Moi, ma plus grande fierté, ça a été d'ouvrir la première classe pour enfants polyhandicapés dans une école publique de la République, dans un petit village des Molières, des enfants qui sont très éloignés de l'apprentissage classique, qui n'ont parfois pas la parole, qui n'ont qu'une expression très fugace de leurs sentiments. Mais mon objectif, c'était qu'ils soient présents, physiquement, avec une unité de lieu qu'est l'école de la République. Après, les réponses sont très diverses. Et là, j'ai vu des petites filles de 8 ans qui m'ont dit « mais on ne les avait jamais vues ». Et c'est incroyable, et ils communiquent avec des tablettes ou peut-être des pictos ou des cris, on va apprendre beaucoup d'eux. Donc je pense que si on s'acculture à cette différence, si on regarde, qu'on ouvre les yeux, qu'on accepte cette vulnérabilité qui parfois est très grande, très éloignée de notre schéma corporel, dans notre schéma de pensée, notre schéma de fonctionnement du cerveau, on aura beaucoup à apprendre. Parce que je pense que les personnes en grande vulnérabilité ont énormément de choses à nous apprendre. Nous permettent de nous remettre en question sur notre modalité de transmission, de communication, nous permettent de remettre en question nos fragilités émotionnelles, parce qu'elles l'expriment et pas nous, parce que nous avons des filtres que nous avons posés année après année en grandissant, et nous sommes incapables parfois d'émettre ne serait-ce que les premières émotions de joie, de cri, de peur, de tout ce que l'on veut. Donc, les personnes vulnérables, quand on apprend à les regarder, ont énormément de choses à nous apprendre.
Éric Chesson, vous vouliez dire Oui, je voulais juste rajouter un vécu personnel parce que, en tant que chirurgien vasculaire, la chirurgie vasculaire, c'est déboucher les artères, c'est faire des pontages pour éviter qu'un membre ou le cerveau soit ce qu'on appelle en ischémie. Et donc, très souvent, dans les services de chirurgie vasculaire, on est face à des gens amputés, multi-amputés, et c'est quelque chose, l'autre a peur. C'est l'image que ça reflète. D'abord, physiquement, elle choque. Et puis en plus, il y a très vite une sensation de peur. Ça peut m'arriver. C'est quelque chose. Et donc, déjà, il y a cette sensation de peur. Et puis, il y a tout de suite, je crois, et en tant que médecin, j'étais très intéressé par ce que Éric a dit avant, il y a une mauvaise conscience. Il y a une mauvaise conscience parce qu'il y a une gêne. Il y a une gêne et regarder quelqu'un dans les yeux, ça va, mais dès qu'on regarde la plaie, le pansement ou l'absence d'un membre, c'est quelque chose qui rend, qui fait tout de suite un fossé. Et je crois que pour lutter contre ça et ne pas avoir cette mauvaise conscience, il faut avoir de l'empathie pour l'autre, de l'écoute et d'avoir du temps. Et je crois que c'est une époque où on a un tout petit peu moins de temps parce qu'on est tous pris par une vie trépidante, par une vie numérique qui, quelque part, peut-être nous donne moins de temps à consacrer à l'autre. Aller voir quelqu'un qui est amputé de cuisses, et je dis bien de cuisses pour qu'on comprenne le vide que ça représente dans le lit. Eh ben, il faut passer plus de 10 minutes, il faut passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et au bout de 2 heures, on a oublié. Alors, ce que je dis n'est pas très philosophique, c'est le chirurgien basique qui vous parle de ce qui est cette vulnérabilité de celui qui a, je dirais, une plaie ouverte. Merci. Ayam, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut ajouter quelque chose à propos de votre question concerne les plus fragiles, n'est-ce pas? Et parmi les plus fragiles, je crois qu'on compte également les personnes tout simplement pauvres ou périphériques, indigentes, sur lesquelles se pose en effet un regard tout à fait dépréciateur. D'abord, il est historique, c'est-à-dire que pendant des siècles, on a plus ou moins considéré l'enfance orpheline ou la jeunesse ou la pauvreté comme dangereuse. Elle est dangereuse. Elle est à la limite même criminelle. Ça, c'est resté. Et même, je trouve que dans les temps récents, nous avons vu des projets de loi et des descriptions qui tendaient à criminaliser à nouveau, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps en Europe, le pauvre et l'étranger. Par un effet boule de neige, c'est-à-dire ce sont des personnes en effet très fragiles à cause d'un environnement dans lequel ils se sont développés qui était indigent, déficient, pas une éducation correcte, pas un environnement familial correct, aucun lien avec la collectivité, et qui, de ce fait, se trouvent vulnérables et pourraient justement être tentés par le crime, la délinquance, la drogue, etc. Et donc, on anticipe un effet boule de neige, et cette anticipation elle-même est dépréciative. Elle s'accompagne en effet d'une forme de mauvaise conscience assez grande, assez tue, parce que en réalité, ce ne sont pas les personnes qui sont, elles, fragiles, à la différence du handicap ou de la blessure ou du membre manquant. C'est une société brutale qui fragilise des individus. Et ça, on ne veut pas le voir. Éric, vous aviez aussi... Oui, le philosophe de base rejoint le chirurgien de base. Nous disons la même chose. Il y a ce que Kant pourrait appeler une résistance de la sensibilité à la raison, ou une résistance de l'archaïque au civilisé. Je veux dire par là que la sensibilité, c'est nos organes des sens, et que parfois le spectacle d'une plaie, le spectacle d'un moignon,
risque d'empêcher que la raison, d'écouter ce que notre raison nous dit, à savoir l'égale dignité de tous les êtres humains. J'aime beaucoup votre question et j'ai le goût que dans votre question, il y ait eu l'adverbe souvent. Comment expliquer le regard souvent dépréciatif que porte la société sur ses membres les plus fragiles? Ça veut dire que c'est heureusement pas toujours le cas et qu'il faut célébrer ce processus de civilisation ou ce processus démocratique, comme disait Tocqueville, qui fait que aujourd'hui nous sommes nombreux à dire l'égalité des êtres humains en dignité. Nous affirmons, peut-être grâce au meilleur du christianisme et au meilleur du kantisme, nous affirmons que tous les êtres humains sont porteurs d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Et je dirais que notre passion démocratique, qui fait que nous voulons discriminer toute discrimination, est une très bonne chose pour les personnes les plus fragiles. Nous avons cette passion démocratique qui nous conduit à dire que les estropiés, les pauvres, les malades ne sont pas moins dignes que les beaux, les en forme, les riches. Mais en même temps, notre époque est animée d'une autre passion, que j'appellerais la passion de la maîtrise. C'est-à-dire que nous adorons ces idéaux de maîtrise, d'autonomie, d'indépendance, d'adaptabilité. C'est comme si ce qui était lancé à l'homme d'aujourd'hui, c'est « adapte-toi de manière permanente à un monde impermanent ». Parfois, nous avons du mal à nous adapter. Eh bien, une société qui adore les valeurs d'adaptabilité, de jeunesse, d'efficacité, de rapidité, est une société qui souvent a tendance à reprendre d'une main ce qu'elle a donné de l'autre. Notre passion démocratique font qu'on leur donne une dignité égale à la nôtre. Notre passion de la maîtrise fait que souvent on la leur enlève, cette dignité. Voilà pourquoi vous avez eu tout à fait raison, selon moi, de parler d'un regard souvent dépréciatif, à cause du fait qu'on les veut performants alors qu'ils ne sont pas tant que ça, mais heureusement pas toujours. Merci beaucoup. Question suivante des étudiants. Bonjour, moi je m'appelle Léna Bossis et je suis également en double diplôme INSA Sciences Po à Toulouse. Et j'avais une question. Comment est-ce que vous réussissez à distinguer une aide qui est purement altruiste d'un besoin égoïste de se sentir utile ? Alors ça, c'est la bonne question, entre autres, de la journée. Et je crois qu'il y a tout le monde a envie de parler. Peut-être Ayam en premier, non ? C'est vous qui la distinguez. Je ne sais pas exactement ce que serait une... Qu'est-ce que vous dites? Un désir d'aider? Je ne sais pas comment on dit. Une aide? Ce que serait une aide purement altruiste. Je ne sais pas si elle existe dans ce bas monde avec des chirurgiens basiques, des philosophes basiques. Donc ça, je ne sais pas. Quelle volonté sainte, vous voyez, peut s'abstraire. Maintenant, on a tous beaucoup ri quand on a vu cette question. Lorsque vous dites qu'un acte est le fruit d'une aide purement altruiste, en fait, vous jugez la motivation et non le résultat. Vous jugez la motivation presque sans regard pour le résultat. C'est la motivation qui est sainte. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un acte, surtout un acte moral, qui puisse tout à fait évacuer l'intérêt personnel? Dans la mesure où l'acte moral, c'est-à-dire le fait de soutenir autrui, est un don. Il a une valeur. Il a une valeur aux yeux des autres, dans la reconnaissance. Il a même une valeur à mes yeux, à moi. Vous savez, lorsqu'on croyait en Dieu, on pensait, par exemple, mériter une place au paradis. Maintenant, on mérite une place à ses propres yeux, parce qu'on est devenu chacun Dieu pour soi-même, ou des autres, dans la reconnaissance sociale. Mais en quoi ceci enlève la valeur de l'acte altruiste, ou l'acte en tout cas que vous avez fait pour le bien d'autrui? En quoi est-ce que ce geste pour autrui doit être une perte pour soi-même? Alors, dans mon expérience personnelle, avec les gens qu'on appelle les bénévoles, vous n'avez pas idée comme j'ai horreur de ce mot. Parce qu'il suppose que, en fait, pour faire le bien, il ne faut pas être rémunéré. Mais moi, je connais énormément de gens rémunérés qui font du bien.
C'est tout à fait étrange comme notion, très étrange, vraiment suspecte. Et puis, les bénévoles, lorsqu'ils viennent, les gens viennent proposer leur aide dans l'association, c'est très drôle, parce que lorsqu'ils arrivent dans le 7e arrondissement, dans un joli jardin avec des jasmins, à l'intérieur, il y a des tapis afghans que les élèves ont mis, des machines à café expresso, plein de choses, il y a un piano. C'est assez joli. En fait, ils sont très embarrassés. Ils voudraient que ce soit moche. Ils voudraient que ce soit une salle polyvalente dégueulasse, entièrement en formica. Là, ils auraient vraiment l'impression. Là, ils seraient des anges, vraiment motivés par une intention altruiste et seulement altruiste. Ils dégagent en général, ils ne restent pas du tout chez nous. Et l'autre chose, c'est le recrutement. C'est-à-dire que lorsque nous recrutons des gens qu'on appelle des volontaires, nous, je ne dis pas que ça vaut éternellement. Moi, je suis une associative de base. Nous leur demandons toujours, tout comme nous demandons aux réfugiés qui viennent dans notre école pourquoi ils veulent venir, lorsque les volontaires viennent pour aider, on leur demande pourquoi. Et c'est très curieux parce qu'ils sont embarrassés par la question. Ils disent toujours pour commencer « Ah, mais ces gens ont besoin d'aide ». Je dis « Vous savez, non, pas du tout ». Quelqu'un vous a appelé, personne ne vous a invité. Vous êtes venu, vous avez toqué à la porte. C'est vous qui avez besoin de quelque chose. Et c'est très drôle parce qu'ils finissent par le dire. Et c'est très intéressant ce qu'ils ont à dire. Il s'agit d'une association qui aide les réfugiés, donc des étrangers. Beaucoup des gens qui viennent aider viennent mus par une dette. Leurs propres parents, il y a 1, 2, 3 générations, ont été accueillis par la France et ils sentent qu'ils ont une dette qu'à leur tour, ils doivent payer. D'autres sont embarrassés par leurs enfants qui tous creusent des puits au Vietnam, vaccinent au Soudan, etc. Et leurs parents qui ont 50 ans n'ont jamais fait des trucs comme ça. Et donc ils veulent avoir quelque chose à dire à table le soir. Les motivations sont assez diverses. Et nous, en fait, on n'en recrute jamais un volontaire sans qu'il ait avoué le plaisir qu'il allait prendre à aider. Et tout est fait chez nous pour qu'il y ait plaisir. Est-ce que quand on est bien élevé, lorsque quand vous avez rendu un service à quelqu'un et qu'il vous remercie, est-ce que vous ne répondez pas « mais il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir ». Voilà. Il faut que ça soit un plaisir. Et quand c'est un plaisir, c'est léger pour l'autre. Il n'est pas à 100% être obligé, parce que vous êtes un ange au ciel qui fait ça uniquement par altruisme, gratuitement, et que lui est le support de votre action. Et donc c'est léger, c'est gai, c'est agréable. Pour moi, c'est ça l'éthique des basses œuvres de ce monde. Bravo. Éric, vous avez quelque chose à ajouter, je suis sûre. Sophie aussi, j'en suis sûre. Magnifique exposé. Je dirais la même chose, mais en vous citant un peu de Maxime de La Rochefoucauld. Quand je veux bien me déprimer, surtout le dimanche après-midi, quand il pleut, je lis un peu de La Rochefoucauld. Et qu'est-ce que je lis chez La Rochefoucauld ? L'intérêt parle toutes sortes de langues, L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. Une autre, nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. Une troisième, si le monde savait tous les motifs à l'origine de nos bonnes actions, nous aurions souvent honte. Il y en a une que j'adore, le refus des louanges n'est qu'un désir d'être loué 2 fois. Alors, ces maximes sont évidemment très très pessimistes, c'est un regard très noir sur l'être humain, mais en fait, il ne faut pas s'en désoler. L'alternative, c'est pas d'être égoïste ou altruiste. Nous sommes tous égoïstes. L'alternative, c'est de savoir si notre égoïsme passe par le bonheur donné aux autres ou s'il ne passe pas par le bonheur donné aux autres. Et puisque vous parliez de la gratuité, je me souviens un jour avoir reçu un appel d'une petite dame âgée, je l'ai senti au tremblement de sa voix, qui dirige une action de bénévoles en soins palliatifs dans le sud-ouest. Et Monsieur Fiat, alors, elle était presque émue de m'avoir au téléphone et intimidée. Moi qui suis timide, j'étais encore plus intimidé qu'elle le fut. Et elle me dit, on aimerait bien que vous veniez faire une conférence. Nous sommes des bénévoles en soins palliatifs. D'accord. Quel est le thème ? Le thème, c'est la gratuité. Elle ajoute, bien sûr, nous vous rembourserons vos frais de transport.
Mais vous voulez combien? Je jette un petit coup d'œil sur le relevé de banque, ça n'allait pas trop mal. Je dis, enfin, madame, je vais venir gracieusement. Je fais cette conférence, ça se termine par des applaudissements gentils. Elle arrête le public en disant « Et en plus, monsieur Fiat est venu gratuitement. » Oh, les applaudissements heureux. Évidemment que je ne suis pas venu gratuitement, parce qu'il est d'autres gratifications que les espèces sonnantes et trébuchantes. Mais nous avons tous besoin de gratification. Et à un moment, je me suis dit, tiens, pour vraiment être un peu généreux, il aurait fallu que je dise à cette dame, ne dites pas aux autres que je suis venu gracieusement. Mais est-ce que cela aurait fait de moi un ange de pure gratuité? Non, parce qu'ensuite, je me serais regardé dans le miroir en disant, t'es formidable. Tu n'as même pas voulu qu'on sache que tu étais venu gratuitement. Non, les êtres humains sont incapables de gratuité. Il n'y a que le Christ qui est capable de pure gratuité s'il existe. Parce que Aya me dit qu'on ne croit plus en Dieu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bravo. Bravo. Sophie. Alors, je rejoins tout à fait Ayam, c'est le mot volontaire qui a vraiment un vrai sens. D'ailleurs, je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, toutes les personnes qui se sont engagées justement à accueillir le monde entier, c'était des volontaires. On ne parlait pas de bénévolat. Il y avait beaucoup de volontaires en situation de handicap aussi. Mais pour revenir à votre question, moi, dans le handicap, on me dit souvent, lui, il est concerné. Il est concerné. Ça, c'est un mot qu'on emploie souvent. C'est-à-dire qu'il est concerné dans sa famille, par lui-même, par un enfant, par un grand-père. Mais en fait, on est tous concernés quand on réfléchit bien sur la vulnérabilité. Mais on voit bien, c'est pareil dans les entreprises qui embauchent des personnes handicapées. Souvent, l'engagement, il vient d'un chef d'entreprise concerné. Il est concerné, donc ça veut dire aussi qu'il a envie de faire bouger sa cause. Et donc pour moi, je pense que c'est très important que la cause et l'envie rejoignent le résultat de l'engagement. Donc oui, je pense qu'on est altruiste, mais aussi on est forcément un peu égoïste, parce qu'on sert aussi l'engagement pour lequel on a voulu avancer ensemble. Donc heureusement. Voilà. Éric. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas répondre à votre question. Je crois, voyez, moi j'ai plongé dans ce monde. J'avais 26 ans et c'était Kouchner, Glucksmann à l'époque, et on est parti en mer de Chine. Les boat people se noyaient, il était évident qu'il fallait les sortir de l'eau. Donc on a fait ça, et ensuite ça a été continu. Mais moi je répondrai à votre question simplement. Il faut se rendre compte que le mouvement associatif, et je parle sous le contrôle de Sophie Cluzel, je crois, est le plus grand parti de France. Toutes ces associations multiples qui s'occupent des handicapés, des gens âgés, des ceci, des cela, c'est des milliers et des milliers. Ça représente, et je crois que c'est presque un pansement que nous avons chacun sur notre vie personnelle, d'aller vers l'autre, qui va complètement à l'encontre d'une tendance de repli total. Et moi, je répondrai à votre question en disant « je ne sais pas, je suis désolé, faites votre tambouillant personnel et surtout, engagez-vous ». Bravo. Qui s'engage pour la prochaine question? Allez, je me lance. Bonjour, merci pour votre présence. Donc moi, je suis étudiante en sciences politiques. Et du coup, j'avais une question, mais c'est un petit peu sur la nature de l'être humain, donc peut-être d'ordre philosophique. Comment on explique ce rapport de force en fait, qu'on entretient avec les personnes qu'on juge vulnérables, cette mise à distance en tout cas, et est-ce que finalement ça ne veut pas dire quelque chose de l'être humain? Est-ce que finalement ça fait pas, ces personnes qu'on dit vulnérables font pas écho à des faiblesses qu'on pense ne plus avoir? Et est-ce que cette défiance par rapport aux vulnérables qui apparente à une forme de fragilité, elle n'est pas révélatrice de la nature de l'être humain finalement? Voilà. Éric. Je crois que le philosophe doit parler. Ah, Éric aussi. Ah, il y a deux Éric. Éric. Non, mais le chirurgien a beaucoup de choses à dire, je pense. Pendant que le philosophe, c'est toujours lent à la détente. Voilà. Je voulais juste faire une remarque sur le rapport de force dont vous parliez. Il y a quelqu'un qui s'appelle Garance ici, non? C'est vous.
Vous savez, la plus belle phrase, la plus belle réplique des enfants du paradis, c'est quelqu'un qui dit au personnage qui s'appelle Garance, « Comment tu t'appelles ?» Et elle répond, « Moi, je ne m'appelle jamais, mais les autres m'appellent Garance. » Eh bien, je pense que la vulnérabilité, c'est la même chose. Les gens vulnérables ne disent jamais d'eux-mêmes qu'ils sont vulnérables. Ce sont les autres qui les appellent comme ça. C'est votre introduction, monsieur le philosophe. Merci, madame la philosophe. Je ne sais pas bien répondre à votre question. On raconte qu'un jour, la nymphe Thétis et le roi Pélée tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard. Et on raconte que cet amour fut si fort qu'il ne se contenta pas d'être platonique, comme disent même ceux qui n'ont pas lu Platon. Bref, ce qui devait arriver arriva. Un jour, Thétis réalisa qu'elle attendait un enfant et elle mit au monde un enfant que ses parents nommèrent Achille. Soucieuse qu'il fût fort et invulnérable, elle décida de le plonger dans les eaux du fleuve Styx, parce qu'il paraît que tout corps plongé dans ce liquide en ressort invulnérable. Ainsi, Achille était invulnérable, et non, il était vulnérable par le talon où sa mère l'avait tenu. Et vous savez qu'ensuite, elle va tout faire pour essayer que cette vulnérabilité de son fils ne se manifeste pas. Elle va cependant se manifester lorsqu'il va se marier avec Polyxème. Il va enlever son armure, renforcer au talon, et puis une flèche va arriver dans le talon et il va mourir. Je pense que nous sommes là encore ambivalents. C'est-à-dire que, voyant la vulnérabilité chez un autre, je peux mieux accepter la mienne, me consoler de la mienne, me rendre compte que ma fragilité ne fait pas de moi un singulier, un être étrange, mais que je participe à la commune humanité. Mais je peux tout aussi bien, lorsque je considère la vulnérabilité de l'autre, m'agacer qu'elle me rappelle la mienne. C'est-à-dire que nous avons avec notre propre vulnérabilité un rapport ambivalent, et c'est cette ambivalence que la rencontre de l'autre vulnérable, comme un miroir, nous rappelle. Voilà simplement ce que je dirais. Mais le cœur humain est un cœur ambivalent. Nos vulnérabilités sont à la fois émouvantes et agaçantes. Nous en sommes tous là, je crois. Merci. Merci. Question suivante. Alors bonjour, je m'appelle Noah, je suis étudiante à Gatti Business School. J'aurais une question concernant, on parle beaucoup de vulnérabilité. Elle est souvent perçue comme un état qui est assez passif. En fait, dans le regard qu'on a de la vulnérabilité, on a beaucoup cette question-là qui revient. Comment peut-on valoriser l'agentivité des personnes vulnérables et leur rôle actif dans leur propre prise en charge dans une société qui est polycrisée, où on est beaucoup plus souvent exposé aux risques et aux fragilités, et dont on cherche tout le temps à être en constante activité? Alors ça, c'est une question pour vous, Sophie Cluzel. Excellente école, cher ami. Là, c'est le pouvoir d'agir des personnes que l'on regarde comme vulnérables. Alors c'est ce que je disais au début, c'est comment mettre en situation justement d'être en capacité d'exprimer ses propres talents, ses propres compétences, quand la société nous a étiquetés comme tels, comme vulnérables. Et en l'occurrence, sur le handicap, on étiquette beaucoup. D'abord parce qu'on a une politique publique financière d'accompagnement importante, et donc il faut bien pouvoir tracer, je dirais, les financements publics. Donc c'est la politique qui étiquette le plus, qui est la plus complexe, mais qui étiquette le plus. Donc cette personne-là, d'emblée, sa vulnérabilité, elle a été exposée, elle a été reconnue. Et donc maintenant, comment justement, eh bien, on fait en sorte qu'elle a cette capacité d'agir, d'autodétermination, d'autoreprésentation, comme on lui donne la parole. C'est encore plus vrai dans la déficience intellectuelle, dans les troubles des fonctions cognitives, dans les troubles autistiques, dans les troubles du neurodéveloppement, où on a du mal à laisser s'exprimer la parole et les compétences des personnes. C'est vrai à l'école, mais c'est vrai dans l'emploi, c'est vrai dans la relation sociale. Donc comment lui redonner ce pouvoir d'agir? Tout simplement, dans l'essence même de la loi de 2005, je le redis, c'est l'environnement qui doit s'adapter. Tout à l'heure, Eric parlait, on est un peu contradictoire dans nos injonctions, on donne et on reprend. Non, il faut vraiment donner, c'est-à-dire mettre toutes les compensations. Charles Gardou parle souvent des plans inclinés du savoir pour permettre justement cette adaptabilité des projets pédagogiques, pour permettre d'apprendre comme les autres.
ou en tout cas d'apprendre à un niveau qui nous permettra d'agir. Donc oui, il faut que cette société enfin se mette en action pour permettre, par ses compensations, par son adaptation permanente, des méthodes de travail, des méthodes de relationnel, des méthodes de communication, permettre l'expression du pouvoir d'agir de la personne. C'est ce qu'elle réclame. Et on oppose souvent l'assistanat, avec ce mot des allocations, et justement ce pouvoir d'agir. Dans d'autres pays d'Europe, on n'a pas choisi de financer les structures, mais on finance la personne. C'est le sac à dos de mes compensations qui me permettent de traverser les différents murs, là où je veux pouvoir faire que mon pouvoir d'agir puisse se dérouler. Comment, si j'ai besoin d'un accompagnant, eh bien, cet accompagnant va pouvoir passer de l'emploi à la culture, au sport, etc. Les Danois, les politiques du Nord, travaillent au financement à la personne. Nous, on a encore des financements extrêmement axés sur les associations gestionnaires, sur les murs et sur les environnements, et pas assez justement à la personne pour qu'elle soit libre et exprime son pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est aussi le pouvoir d'apprendre, et l'école, et de travailler, bien sûr, vous l'avez évoqué, mais je reviens à l'école, et beaucoup de parents qui ont des enfants en situation de vulnérabilité, on va utiliser ce mot, qui se plaignent souvent que l'aide, l'accompagnement ne soit pas encore suffisamment à la hauteur. Est-ce que le pouvoir d'agir, il ne commence pas déjà à l'école, et est-ce qu'on ne peut pas encore améliorer les choses? Bien sûr qu'on peut améliorer. On est le dernier pays d'Europe à avoir 80 000 enfants en établissement médico-social. Partout ailleurs en Europe, je le disais, dans les années 70, les établissements médico-sociaux pour enfants ont fermé. En 1975, en Italie, la loi du tremblement de terre. Tous les enfants handicapés à l'école de la République italienne avec leurs enseignants spécialisés, leurs ergots, leurs orthophonistes, etc. Nous, on a privilégié, par délégation de service public, justement de développer les établissements pour enfants. Donc, il faut qu'on fasse cette révolution. On l'a entamée, elle n'est pas assez forte. Il y a une coopération qui doit se mettre en place vraiment avec les professionnels du médico-social dans les murs de l'école. Il faut qu'on déplace ce centre de gravité des établissements médico-sociaux dans les écoles de la République pour que l'enseignant ne soit pas seul, qu'il soit accompagné, qu'il soit formé à la pédagogie adoptée. Elle n'est obligatoire que depuis 3 ans, la formation initiale des enseignants. Mais il faut aussi que tous les personnels rentrent dans l'école. Donc c'est une révolution architecturale, de conception universelle, d'accessibilité, je dirais au sens large du terme, pour que ça avance enfin et que tous les enfants de la République rentrent sous le même fronton, mais que les chemins d'apprentissage soient variés selon les dispositifs. C'est ce qu'on a commencé à faire. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Il faut que tous les enfants de la République passent le fronton de la République ensemble, qu'ils apprennent dans la même unité de lieu, avec les dispositifs nécessaires et suffisants, différents, variables, individuels, accompagnés, en petites classes, spécialisées, mais dans notre environnement unique de l'école de la République. Encore une question des étudiants? Oui, Salomon Mendoza, École des Ponts. Je m'interrogeais sur la capacité à ne pas faire preuve d'une forme d'impérialisme quand on intervient dans des contextes un petit peu interculturels différents des nôtres, avec d'autres perspectives, notamment peut-être Monsieur Dr Chesson, comment est-ce que vous arrivez à concilier notre vision peut-être un petit peu occidentalo-centrée, fruit d'un héritage judéo-chrétien, et des interventions dans d'autres systèmes de culture, d'autres systèmes de normes, etc. Vous savez, je suis obligé de faire un petit détour pour répondre à votre question. Vous savez, il y a quelque chose qui est très connu dans le monde, mais pas en France. Ça s'appelle le French Doctor. C'est une longue école. C'est une école qui est née dans les années 70 avec Bernard Kouchner, Récamier, enfin, je ne vais pas vous citer tous les noms, au moment du drame terrible qu'a été le Biafra. Ils étaient à ce moment-là sous étiquette CICR, c'est-à-dire Croix-Rouge. Et ils n'ont pas supporté de ne pas témoigner. Donc, ils ont fait une première association qui s'appelait le GIMQ, Groupe d'intervention d'urgence, qui est devenu Médecins sans frontières. Énorme organisation extraordinaire, connue dans le monde entier et ayant une faculté de déploiement qui dépasse parfois celle de pays, même comme la France, puis Médecins du Monde, parce qu'il y a une maladie française, c'est la scission, et donc là, c'était du billard. Donc, Médecins du Monde,
on a fait Médecins du Monde, les Boat People, etc. Puis ensuite, d'autres associations, Première Urgence, la Chaîne de l'Espoir, etc. Donc, j'ai fait ce détour pour vous répondre. C'est-à-dire que c'est une longue culture, c'est une façon d'être. Alors, en disant ça, je me dis peut-être que je vais dire une bêtise, je ne peux pas m'empêcher de la dire, mais je pense que, par exemple, les armées françaises, nous, on les a vues dans certains endroits, ont certains comportements qui sont beaucoup plus proches, par exemple, et je l'ai vu, je ne vais pas revenir à l'Afghanistan, par rapport à l'armée américaine, et les French Doctors ont une façon de se comporter, d'écouter, d'être là pour longtemps. Parce que là, le temps est fondamental pour construire, pour former, pour écouter, pour ne pas choquer, pour essayer d'avancer sans aller contre le culturel, le religieux. Et donc ça, c'est une culture qui a été faite, et d'ailleurs, il y a eu le prix Nobel de la paix, c'est Médecins sans frontières qui l'a reçu, et c'était justifié, mais ça récompense cette longue école qu'est l'école des French Doctors. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question ou on passe aux questions au public? Oui. Dernière question alors. Le micro. Donc Garance Debord, c'est moi, étudiante à Sorbonne Université en philosophie. Ma question serait, la prise en charge des personnes vulnérables soulève souvent la question de dignité et d'autonomie. Comment, selon vous, concilier l'aide et le respect de l'indépendance de ceux qui vous souhaitent accompagner? Et comment aussi donner envie aux personnes vulnérables de se faire accompagner, de demander de l'aide? Merci. Oui. Beaucoup de Peut-être questions. Juste une anecdote, mais vous avez tellement raison, on sait comment permettre aux personnes vulnérables d'être accompagnées. Ma fille trisomique, elle est assez autonome, et l'apprentissage de l'autonomie, et là les parents qui vivent ça le reconnaîtront, c'est un vrai parcours du combattant. On a beaucoup de chances de vivre aujourd'hui avec une technologie très importante, qui est un vrai outil d'apprentissage de l'autonomie. Mais la meilleure des choses, c'est quand j'entends ma fille qui me dit qu'elle a réussi à dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ?» Parce que c'est la phrase la plus difficile à dire, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide, de mettre des mots dessus et de pouvoir l'exprimer. Donc vous avez raison, c'est comment on ne fait pas la place d'eux, comment on apprend à faire, comment on prend du temps. On en parlait tout à l'heure, la notion de temps est très très importante. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pays qui s'ouvre à des actions innovantes extrêmement intéressantes, que ce soit pour le logement, avec l'habitat inclusif, avec les colocations intergénérationnelles. C'est des nouveaux métiers pour les accompagnants. C'est parce qu'ils sont maintenant chez les personnes et qu'ils doivent apprendre à vivre chez quelqu'un et donc à faire cet apprentissage de l'autonomie de façon différente. Qu'on a un boulevard pour travailler sur cette notion du care et de l'émergence des performances des uns et des autres, et notamment sur l'autonomie, mais surtout apprendre à écouter. Je pense que ça passe par l'écoute, l'observation, et donc hyper important de travailler sur cette nouvelle formation des accompagnants qui doit être différente si on veut vraiment que l'autonomie devienne une réalité. Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des personnes en devenir d'autonomie, et non pas en perte d'autonomie ou en personnes âgées. Ça, c'est plus ce qu'Éric fait, peut-être, justement, pour redonner du sens au métier d'accompagnant. Alors, Éric, peut-être vous aviez quelque chose à dire en complément? Oui, là encore, j'aime beaucoup la question. Enfin, on n'est pas là pour donner des bons points à nos jeunes. Mais comment concilier l'aide et le respect de l'indépendance? Je crois que les personnes en situation de handicap ont autant besoin d'émancipation que d'assistance. Et qu'il est urgent de ne pas choisir entre les deux. Tout le paradoxe, c'est que parfois, on a besoin d'être aidé pour s'émanciper. Je dirais que les personnes en situation de handicap, en effet, ont besoin d'émancipation tout autant que d'assistance. L'émancipation, ça vient du latin ex, qui veut dire en dehors, manus, qui veut dire la main, et capere, prendre. L'émancipation, c'est le fait de lever la main qui prend.
Cela vient du souvenir que sur les marchés d'esclaves à Rome, il suffisait qu'un homme libre mît sa main sur un homme ou une femme pour qu'il fût à lui. Donc la mise en esclavage, c'est vous mettez la main sur quelqu'un et vous faites main basse sur lui, vous le manipulez. Bon. Or, il faut lever les mains qui prennent, vous voyez. L'émancipation, c'est ce geste que nous faisons pour que ceux qui sont manipulés, ceux qu'on manipule, ceux qu'on manie, ceux sur qui on fait main basse, eh bien, soient enfin libérés. En même temps, il ne faut pas que le désir de les émanciper nous conduise à les laisser seuls, parce que parfois, ils ont besoin de mains qui les aident. Il y a la main qui se lève et il y a la main qui se donne. Aragon, il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, et toute sa beauté à l'immensité des choses humaines. Aragon va très mal parce qu'il vient d'être largué par Nancy Cunard, il a envie de se suicider, il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Je crois que ça dépend des moments, il y a des moments où il faut écarter les mains, il y a des moments où il faut accepter les mains, et donc c'est dans un savant dosage entre l'émancipation et l'assistance que peut-être nous trouverons avec elle, plutôt que pour elle, le moindre mal. Alors, qui est là pour m'aider? Et je voudrais rebondir en disant qui est là pour aider les plus vulnérables? Et je voudrais poser une question qui est assez cruciale et d'actualité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un État qui croule sous les dettes et qui est de plus en plus obligé d'adopter des politiques d'austérité. Et ça me fait venir naturellement à la question des subventions. Et quel rôle joue l'État et quel rôle jouent aussi les institutions privées. Donc, Ayam Suro, vous, par exemple, votre association, je crois, n'a pas de subvention. Et est-ce que vous pensez que de plus en plus, il va falloir aussi, alors s'émanciper ou s'affranchir, je ne sais pas, de l'argent public et trouver d'autres sources de financement? Et comment voyez-vous cet équilibre entre l'État, les pouvoirs publics, les institutions, le privé? Alors, en effet, l'association Pierre Claver, le premier article de ses statuts, s'interdit à elle-même de recevoir des subventions publiques directes. Nous habitons dans un pays où il est quasiment impossible, je ne sais pas pourquoi j'ai dit quasiment, il est impossible de s'affranchir de l'État. Par exemple, même si vous ne recevez pas de subventions directes parce que vous les refusez, tout don qui vous est fait est défiscalisé. C'est donc une très forte incitation de l'État et puis une présence de l'État. Donc s'affranchir de l'État en France, ça n'est pas possible. En tout cas, ce que nous avons pensé, nous, d'abord c'est lié aux conditions de création de Pierre Claver. Ça s'est créé en 2008. Et en 2008, il y avait dans l'Est de Paris un très grand nombre de personnes, on ne savait pas qui c'était. À l'époque, le mot demandeur d'asile, dubliné, réfugié n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. C'était des gens bizarres, des jeunes gens, des jeunes hommes qui dormaient par terre dans le parc Villemain, autour de la gare de l'Est, autour de la gare du Nord. Et dans tous les dîners parisiens, la conversation s'achevait sur « mais que fait l'État ?» Et moi, je ne suis pas française. Que fait l'État est une question que je ne me suis jamais posée. Et la raison pour laquelle nous avons créé l'association Pierre Claver, c'était pour donner à tous ceux qui s'indignaient que rien ne soit fait pour ces gens, de faire quelque chose tout seul. C'est-à-dire qu'on leur a dit « et vous, vous faites quoi ?» Comme vous avez dit, engagez-vous. Il faut savoir que la France, ce n'est pas l'État, c'est vous surtout. Maintenant, en France, l'État a une place très ambivalente, comme le corps de l'homme. Il est à la fois, l'impression qu'il me donne, parce que je n'ai pas étudié les sciences politiques, l'impression qu'il me donne est d'être à la fois une émanation de la volonté générale, formidable, et en même temps le bras armé d'un gouvernement porté au pouvoir. Il y a une ambivalence assez forte. Donc vous avez d'un côté l'État qui vous reconnaît d'utilité publique, et seul lui peut vous reconnaître d'utilité publique, et par exemple vous donnez des subventions parce que vous, comme association, vous contribuez au bien public.
Vous vous occupez de populations marginales, de secours mutuels, comme on disait au XIXe siècle. Et donc c'est très bien. Mais un gouvernement pourrait arriver qui vous dise « Oh là là, non mais vous touchez de l'argent de l'État et vous faites des choses contraires aux politiques que nous voulons faire. » Il y a une partie, en fait, ambivalente. La preuve, c'est le fameux contrat d'engagement républicain, quelque chose comme ça. Il y a eu, pour lutter contre le séparatisme, l'idée assez dingue de faire signer aux associations un contrat d'engagement républicain disant qu'on respectait les lois de la République, qu'on faisait je ne sais pas quoi, la liberté de conscience, toutes sortes de choses, l'égalité des hommes et des femmes, je jure, et là vous pouvez avoir des subventions. Je préfère crever que de prêter serment à la République, c'est hallucinant comme système. Et je me suis vraiment félicitée d'avoir fait ce premier article. Il est arrivé récemment à une très très grande association, ce n'est pas l'association Pierre Claver, c'est la CIMAD. La CIMAD a été créée avant la guerre, dans les années 39. C'est un groupement de mouvements de jeunesse protestants qui se sont agglutinés les uns aux autres pour former cette très grande association et qui a eu un rôle très fort au moment des évacués d'Alsace en 1939. D'ailleurs, CIMAD, c'est ça, c'est aide aux évacués. Par la suite, lorsque les Allemands étaient en France, la CIMAD a énormément aidé à cacher des Juifs, à les faire sortir pour aller en Suisse ou en tout cas pour les mettre à l'abri. La CIMAD a par la suite, au moment des indépendances, aidé les jeunes nations qui sont en voie de décolonisation, énormément plaidé pour la décolonisation. Dans les années 80, elle a aidé beaucoup les boat people. Elle a toujours été à la fois une aidant sur le terrain, militant pour un état de droit, vigilante sur les manquements, à tel point qu'il y a 40 ans, c'est une histoire longue, mais ça montre ce qu'on est en train de devenir. La CIMAD a été invitée par le gouvernement à être présente dans ce qu'on appelle les CRA, c'est-à-dire les centres de rétention administrative. Ce sont des endroits qui sont un peu comme des prisons où l'on met des personnes pour manquement administratif. C'est quand même assez extraordinaire. Ces endroits sont de plus en plus pénibles, dit la CIMAD. La CIMAD est financée à plus d'un tiers par l'État. Elle n'a pas cessé de dénoncer, dans les 40 dernières années, les conditions de rétention des personnes dans les CRA, et notamment un endroit près de Roissy, de Charles de Gaulle. Elle a quitté pour la première fois un CRA récemment et a été accusée pour avoir dénoncé les conditions de non-droit qui étaient exercées par le ministre de l'Intérieur précédent, M. Darmanin, d'être juge et partie. Ça prouve bien qu'il y a une ambivalence en France extraordinaire et que, en tout cas, en ce qui me concerne, je reste le plus loin possible d'un financement direct de l'État. Maintenant, dans le sujet particulier de l'intégration des réfugiés, c'est assez stratégique de ne pas être l'État et de travailler avec l'État, mais pas sous lui. C'est que l'intégration, l'État fait énormément de choses. L'accompagnement administratif, le filtrage des réfugiés à qui on donne ou qu'on ne donne pas des documents, la couverture médicale, la veille sanitaire, le logement d'urgence après le logement social, toutes sortes de logements, les formations, le recrutement, énormément de choses, énormément. Il me semble que l'intégration, à proprement parler, ne peut pas être faite par l'État. C'est une grande machine qui fonctionne en grand nombre, en masse, et c'est ainsi que ça doit être. Mais l'intégration fine, c'est-à-dire du toi et moi, du vis-à-vis de l'étranger avec le français, ça ne peut être fait que par la société elle-même. Et donc c'était aussi pour cette raison que nous nous sommes détachés de l'État pour les subventions. L'effet de ça, et ce n'était pas l'effet escompté, l'effet de ce détachement total et de cette indépendance totale financière et philosophique est qu'aujourd'hui, après 16 ans, on est très fiers
de la confiance qui nous est faite par l'État. Je crois qu'on est une des seules associations où les autorités de l'OFPRA ou de l'OFI appellent au téléphone sur le 06 en disant on a une question à vous poser sur le Soudan actuellement, sur l'Afghanistan. En réalité, notre indépendance financière a fait de nous une association assez digne de confiance, puisqu'on n'a strictement aucun intérêt à mentir. Nous n'avons jamais milité pour plus d'accueil, moins d'accueil, jamais. On fait notre travail et c'est tout, notre symbole est un âne. Et nous sommes devenus en fait des coéquipiers de l'État pour le travail d'intégration et pour les réfugiés de manière assez extraordinaire. Donc, merci. Et Éric, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, vous aussi, oui, cette question des subventions. Oui. Je voulais rajouter quelque chose. Nous sommes à un moment très particulier. Il faut en avoir conscience. ONG, organisation non gouvernementale. Alors, si vous êtes non gouvernemental, il faudrait quand même ne pas dépendre à 95% des subventions de l'État. Ce qui est le cas d'énormément d'ONG, qu'elles soient médicales, qu'elles soient économiques, sur l'eau, sur des tas de choses. Et là, nous sommes à un croisement qui est, dont il faut avoir confiance. Je ne parle pas du tout politique, c'est pas mon propos. Bien que intervenir en Afghanistan, intervenir en Ukraine, intervenir au Liban, intervenir au Mali est politique. C'est politique avec un grand P. Et actuellement, compte tenu des problèmes budgétaires qui font notre quotidien, on feuilletonise le budget de la France, mais actuellement, hier, vous avez pour la première fois dans les rues de Paris, vous avez les ONG qui ont manifesté. Pourquoi elles ont manifesté ? Parce que dans la nouvelle prévision du budget, il y a une baisse de 34% de l'APD, pardon. Alors qu'est-ce que c'est ? L'aide pour le développement. C'est-à-dire tout ce qui était le bras armé de la France, qui allait pour des actions au Togo, au Sénégal, on peut énumérer tous ces pays. Et vous avez le centre de crise, qui est le bras armé du Quai d'Orsay, qui a une baisse des financements de 50%. Alors, bien sûr, ça va avoir des conséquences terribles sur énormément d'ONG, d'associations, et beaucoup vont probablement déposer le bilan et vont arrêter leur activité. Mais ça rejoint exactement ce que vous disiez tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fonds privés, c'est-à-dire ce qu'on appelle par le marketing, par les lettres que vous recevez chez vous, sur des mailings, sur des causes particulières. Et cette générosité de la France et des Français, elle est une réalité qui est bien connue dans le monde. Les Français sont par définition extrêmement généreux sur ces causes. Mais il y a un changement du curseur. La générosité va beaucoup plus sur, je dirais, l'intérieur de nos frontières. Et ce qui est là-bas est loin, loin des yeux, loin du cœur. Et il commence à y avoir une lassitude ou une fatigue. Et quand je parlais tout à l'heure des femmes afghanes, on va dire oui, mais encore. Et on peut parler de multiples sujets. Et ça devient très difficile. Et donc, la seule solution, c'est de trouver des financements extranationaux auprès des grandes organisations internationales. Alors très rapidement, Sophie, après je voudrais que quelques juste questions. Rapidement pour vous rassurer qu'en France, bien, le budget justement consacré aux personnes en situation de handicap non seulement a été sanctuarisé, mais a été fortement augmenté ces 7 dernières années. Nous sommes passés de 47 milliards à 64 milliards aujourd'hui consacrés au handicap. 64 milliards. Eh bien, je vais vous le dire. 12 milliards pour les allocations adultes handicapés. Plus d'1,3 million de personnes qui maintenant touchent près de 1 000 euros par mois. 14 milliards de financement des établissements médico-sociaux, enfants et adultes. À l'éducation nationale, on est passé de 500 millions à plus de 5 milliards, qui représentent le financement des auxiliaires de vie scolaire, des enseignants spécialisés, etc. Et ainsi de suite. Plus de 5 milliards sur l'emploi.
Nous sommes le dernier pays d'Europe à avoir 120 000 personnes en ESAT, ateliers protégés. Le financement est là. Et ainsi de suite, financement des prestations de compensation du handicap délivrées par les départements. Donc le budget est là, 2,1% du PIB, troisième pays d'Europe. Troisième pays d'Europe, puisque tout à l'heure je vous ai dit, le Danemark, les pays du Nord financent beaucoup plus à la personne et de façon très importante. Mais je dirais que l'acceptation à l'impôt des pays danois est très élevée. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent et qu'ils sanctionnent si ça ne fonctionne pas bien. Voilà, c'est juste pour vous donner ce panorama. Je pense qu'on n'a pas à rougir de la politique que l'on a. Pour autant, le ressenti de la personne elle-même n'est pas à la hauteur des sommes qu'on investit. Donc repensons peut-être nos moyens de financement, finançons plus à la personne et moins dans des murs différents, etc., etc. Alors, des questions à la salle ? Alors, je voulais juste vous demander comment se fait-il qu'aux États-Unis, pays on ne peut plus capitaliste, les handicapés les plus vulnérables sont dans la rue en toute autonomie et heureux, et ce, depuis plus de 45 ans. Je n'ai jamais vu autant d'handicapés graves qui soient heureux d'être autonomes. Et moi, j'étais témoin à Berkeley. Alors vous avez raison, c'est un pays qui a travaillé sur l'accessibilité et la circulation des personnes handicapées, enfin, dès la création de ce pays, qui est quand même plus neuf que notre vieille Europe. Donc déjà, il y a un frein qui a été levé sur l'accessibilité physique des bâtis, des transports, etc., puisqu'ils ont eu cette vision de la conception de l'accessibilité universelle. Pour autant, je pense que la personne handicapée est beaucoup moins accompagnée dans l'accès aux soins, dans l'accompagnement de l'aide humaine. Donc voilà, ils circulent beaucoup plus parce que l'acceptation de la différence est bien plus élevée, parce que dès le départ, le handicap a été au cœur de la vie ordinaire, que ce soit à l'école, et vous avez raison, à Berkeley, dans les universités. Conception justement de cette accessibilité universelle qui a été prise nativement dans la construction de ce pays. Une autre question ? On vous écoute. Bonjour. J'ai une question pour Éric Fiat. Vous avez défini votre rôle auprès des aidants par cette formule que je trouve magnifique, apporter une distance provisoire pour permettre une meilleure présence. Je me demandais comment le philosophe que vous êtes s'adresserait avec cette formule aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que serait cette distance provisoire ? C'est sûrement pas la résignation. Est-ce que c'est la confiance ? Et en quoi ? Je m'adresse à des aidants. Pas à des aidés. Je m'adresse à des aidants, qu'ils soient des professionnels du soin ou du médico-social ou du sanitaire, ou qu'ils soient ce qu'on a appelé à un moment des aidants familiaux. Hein. Je ne m'adresse pas directement à des aidés. Donc, je plaide l'incompétence. Je ne sais pas répondre à votre question. En même temps, vous faites une suggestion qui nous ramène au cœur de ces journées, puisque c'est de la confiance que nous devions parler. Dans cette table ronde, nous avons peu parlé, mais ce n'est pas grave. Oui, la confiance est une belle vertu. Accorder sa confiance à quelqu'un, c'est évidemment toujours prendre un risque, parce que la confiance n'est pas un savoir. Quand on sait, on n'a pas besoin de faire confiance. Je sais que 2 et 2 sont 4, je n'ai pas besoin d'aller leur voir, quand je vais les voir, leur dire « Allez, faites-moi plaisir, soyez égaux à 4 ». Donc, quand on sait, on n'a pas besoin de faire confiance. Et donc, il y a toujours un petit déficit de savoir à l'origine de la confiance. Hein. C'est une espèce de pari, car celui à qui j'accorde ma confiance peut me tromper. Hein. D'ailleurs, seul quelqu'un à qui j'ai accordé ma confiance peut me tromper. Je n'ai jamais accordé, pardonnez cette donnée politique, je n'ai jamais accordé ma confiance aux Le Pen, ils ne m'ont jamais déçu. Hein. En revanche, il y a des hommes politiques à qui j'ai accordé ma confiance qui m'ont en effet déçu. Mais il y a quelque chose de beau dans la confiance. Accorder sa confiance en quelqu'un, c'est voir ce qu'il y a de plus beau en lui. C'est un pari qui n'est pas stupide dans ses puissances, dans ses capacités, dans ses capacités. Et je dirais que la confiance invite au dévouement, qui renforce la confiance, et ça crée quelque chose comme un cercle vertueux.
Alors parfois c'est la confiance qui commence, parfois c'est le dévouement, mais un cercle, ça commence à n'importe quel endroit du cercle. Bon. Alors que la méfiance n'invite pas au dévouement, et l'absence de dévouement renforce la méfiance. On est aujourd'hui dans une société qui voudrait que toutes les relations humaines fussent des relations contractuelles. Pourquoi pas? Mais en même temps, je trouve que le vieux schéma qui voulait que la rencontre de l'aidé et de l'aidant, ce soit la rencontre d'une confiance et d'une conscience, hein, c'est comme ça qu'on décrivait la relation avec entre le patient et le médecin. C'est une conscience qui va aux rencontres d'une confiance. Vous accordez votre confiance au médecin. Pour qu'il soit digne de cette confiance, il faut qu'il ait une conscience, morale ou professionnelle, qu'importe. Hein. Or, ce vieux schéma, évidemment, est risqué parce que si vous accordez votre confiance à quelqu'un qui manque de conscience, vous allez être trompé. Et résultat, on voudrait maintenant que toutes les relations humaines soient des relations contractuelles. Moi, je trouve que ce vieux schéma a quelque chose encore à nous dire parce qu'il y a quelque chose de très beau dans la confiance. Merci. Une autre question ? Bonjour, merci pour vos différentes réflexions. Hervé, Paris 9, je suis auxiliaire de vie, de base, donc on partage ça. Je le suis depuis peu de temps et je constate que dans ce marché du travail en tension, comme le disent les spécialistes, il y a une interrogation. Moi, j'ai la crainte, pour l'avoir vécu, de travailler pour des structures qui ne connaissent pas ce qu'est réellement le soin, qui ne savent pas vraiment ce dont vous avez parlé avec moult développement sur essayer de ne pas rendre normative le don. Est-ce que le législateur, selon vous, et ça s'adresse sans doute à Madame Cluzel puisqu'elle a été au plus près du pouvoir suprême, est-ce que vous pensez que le législateur va mettre un petit peu son nez dans un marché du travail où on trouve des employeurs sains, honnêtes, et puis d'autres qui le sont moins, et qui peuvent, je rajoute juste une chose, qui peuvent eux-mêmes générer, sans forcément que ce soit intentionnel, des maltraitances vis-à-vis du personnel qui, pour reprendre une expression chère au président de la République, par cascade, rendent les personnels possiblement maltraitants. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent là-dessus. Hein. On a essayé justement de prendre ce problème à bras-le-corps, la bientraitance. Moi, je préfère parler de bientraitance et de développement de la bientraitance que de parler de la maltraitance. Mais comme l'a dit Eric, elle peut arriver quand l'aidant, l'aider, cette relation-là est mise à mal par des éléments extérieurs. Donc comment mettons les garde-fous indispensables ? Il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de lois aujourd'hui. Par contre, on a besoin vraiment qu'elles se mettent en application. Et le maître mot, c'est la formation. La formation des personnels. Et après, vous l'avez dit, la deuxième chose, c'est la valorisation de ce métier, qui aujourd'hui, je pense, est sous-valorisé par rapport à l'enjeu maximal que l'on a dans les politiques publiques de développement de cet accompagnement qui traverse les murs, comme je le disais. Comment on décilote en permanence les lieux professionnels de ces accompagnants, quand vous pensez qu'il ne peut pas sortir de son EHPAD et être accompagné dans la vie ordinaire, à part un accompagnant. Enfin voilà, comment on repense ces formations initiales et professionnelles continues et comment on revalorise. Mais là, c'est plus, je dirais, les employeurs qui doivent vraiment travailler là-dessus, sur comment on décilote les conventions collectives. On a essayé, on n'y est pas arrivé. Vous avez, dans les aides à domicile, vous avez 2 grandes conventions collectives. Nous ne sommes toujours pas arrivés à faire ces fusions de conventions collectives au bénéfice des salariés. Comment je circule d'un univers à l'autre, comment je deviens, une fois que j'ai le dos cassé parce que j'ai trop porté en EHPAD des personnes qui sont vieillissantes et lourdes, comment je peux devenir par exemple auxiliaire de vie scolaire. On a pourtant créé un diplôme d'État qui n'est pas utilisé. Donc voilà, c'est comment on décilote notre politique. Nous avons des responsabilités partagées avec les départements, on n'en a pas parlé mais ça serait trop long. Donc l'État ne peut pas tout seul. L'État doit travailler avec les élus et les collectivités. Et l'État doit travailler justement avec les branches professionnelles de façon très active et proactive. Donc c'est dans le dialogue social qu'on y arrivera, c'est moins par la législation. Enfin, je suis convaincue que c'est dans le dialogue social qu'on y arrivera au sens large du terme. Hein. Branches professionnelles, employeurs, et puis bien sûr les personnels eux-mêmes. Mais bon, la réponse mériterait beaucoup plus de développement que cela. Merci. Une question encore ? Oui, bonjour, merci beaucoup.
le terme du débat au départ, c'est prendre soin des plus vulnérables, un impératif de vie. Et j'aurais bien aimé vous entendre sur le côté un impératif de vie pour qui? Parce qu'effectivement, cet aspect impératif de vie reste encore un peu abstrait dans mon esprit. Impératif de vie quotidienne, nous travaillons en permanence avec les personnes vulnérables, on a dit, on a essayé de définir cette vulnérabilité. Donc de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais surtout, apprenons à écouter les vulnérables, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc c'est un impératif de notre vie, quand on se considère non vulnérable, qui en va en termes de dignité et puis de grandeur, et d'apprendre au quotidien en permanence. Est-ce qu'il y aurait une ultime question? Parce que malheureusement, le temps nous est imparti. Non? Plus de questions? Eh bien, alors écoutez, une conclusion du philosophe. Non, non. Il y a toujours un philosophe pour conclure une discussion. Mon Dieu, non. Non, mais pourquoi un impératif de vie? Parce que selon moi, il faut laïciser ce que le christianisme nous a légué de plus beau, et on peut être totalement athée et reconnaître notre dette à l'endroit de la personne du Christ. Le Christ a dit avant de partir, ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez, de bien ou de mal. Eh bien, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour dire que pour qu'une civilisation soit digne de ce beau nom de civilisation, eh bien, il faut qu'elle prenne en considération les plus fragiles. On mesure le degré d'une civilisation à l'attention qu'elle donne aux plus fragiles. Ayam. Une autre philosophe pour l'ultime conclusion. C'est très important que nous disions ça à la fin. Et le plus petit d'entre nous n'est pas forcément autonome. Il a valeur sans être autonome. Dignité et autonomie, on les prononce ensemble comme Réaumur, Sébastopol, et alors que ça n'est pas le cas, on peut ne pas être autonome du tout et être juste là, devant vous, comme une pure valeur humaine. Je pense, nous devons penser dans nos sociétés qui sont en effet en quête de contrôle, de prévention des risques, de réparation presque machinale et d'action totale, une place pour l'irréparable, le vulnérable irréparable. Et là, ça serait un luxe de civilisation, un bouton, une fleur à la boutonnière, c'est-à-dire le complet humain. La valeur de quelqu'un sans autonomie, sans rien, sans parole, sans geste, sans acte, et qui est devant vous, qui vous réclame de la considération, de l'amitié et du respect. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez applaudir.